On a vu dans les vidéos précédentes qu'il y avait de fortes chances que les civilisations les plus avancées technologiquement se trouvent en Eurasie, notamment car c'est le continent qui disposait du plus grand nombre d'espèces de grands mammifères domesticables. Oui, mais pourquoi au sein de l'Eurasie est-ce que ce sont les Européens qui ont connu en premier la révolution industrielle et conquis la quasi-totalité des pays du monde, et pas une autre civilisation? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette dernière vidéo. Alors, pour répondre à cette question, je vais essentiellement m'appuyer sur le livre de David Cossandet, Le secret de l'Occident, que j'avais mentionné dans la première vidéo. Cossandet a étudié l'évolution des civilisations chinoises, indiennes, arabo-musulmanes et européennes au cours des derniers millénaires, et s'est aperçu qu'il fallait deux conditions essentielles pour qu'il y ait du progrès technique et scientifique dans une civilisation. La première est qu'il faut qu'elle connaisse une certaine prospérité économique, et la seconde est qu'il faut qu'il existe entre les différentes nations que constitue cette civilisation ce que Cossandet appelle une division politique stable. Alors, je vais revenir sur chacun de ces deux points et expliquer pourquoi l'Europe a été favorisée dans les deux cas. Concernant la prospérité économique, elle joue un rôle important dans le développement des civilisations pour les raisons suivantes. Tout d'abord, dans une économie prospère, la production augmente. Et donc, pour faire face à cette augmentation de la production, vous devez améliorer vos techniques de production, ce qui stimule le progrès technique. Ensuite, cette augmentation de la production pousse aussi à un accroissement des connaissances scientifiques. Un grand nombre de livres de mathématiques ou d'astronomie, par exemple, ont ainsi été écrits au Moyen Âge en réponse à des demandes de riches marchands qui voulaient améliorer, par exemple, leur comptabilité ou la navigation de leurs navires. L'augmentation de la production lors d'une période de prospérité permet aussi à une plus grande partie de la population de se consacrer à des activités non immédiatement productives. Vous pourrez donc avoir plus de savants par exemple, ce qui augmentera également vos connaissances. Aussi, la prospérité économique permet l'émergence d'une nouvelle classe, de riches marchands, qui vont bousculer un peu les pouvoirs en place et des sociétés rigides et dogmatiques, comme l'était par exemple celle de l'Europe en l'an 1000. Enfin, une économie plus prospère, c'est aussi plus de moyens pour l'État pour développer de nouvelles manufactures, de nouvelles infrastructures, de nouveaux armements, etc. Or, pour qu'il y ait prospérité économique, il faut qu'il y ait, au moins dans un premier temps, des échanges commerciaux qui permettent aux marchandises d'être transportées entre différentes régions. Et quel est le meilleur moyen pour transporter des marchandises, qui reste d'ailleurs toujours aujourd'hui le moyen ultra majoritaire de transport de marchandises à travers le globe? Réponse: la mer qu'on voit danser. Et oui, il est beaucoup moins coûteux de transporter vos marchandises par voie de mer que par voie de terre. Vu que la mer, c'est elle qui transporte toute seule vos marchandises, et que votre bateau avance principalement grâce à la force du vent. On estime ainsi qu'un transport via une voie maritime coûtait au Moyen Âge environ 40 fois moins cher qu'un même transport par voie terrestre. C'est pourquoi la très grande majorité des marchandises étaient transportées sur longue distance par la mer. Des voies commerciales terrestres, comme la route de la soie entre l'Asie et l'Europe, ne concernaient que des marchandises très spécifiques qui étaient légères et très coûteuses. Et c'est pourquoi, que ce soit en Chine ou en Europe par exemple, on a construit des canaux immenses, sortes de rivières artificielles, sur des milliers de kilomètres, un travail colossal, ce qui permettait d'acheminer les marchandises par bateau plutôt que par voie de terre. Donc la conséquence de ce premier point est qu'une partie du monde qui serait fortement imbriquée dans la mer partirait avec un énorme avantage sur le reste du monde, tout simplement car le transport de marchandises y serait beaucoup moins coûteux. Elle serait donc beaucoup plus à même de connaître une prospérité économique nécessaire au progrès des sciences et techniques. Cossandet décide alors de calculer le rapport entre la longueur des côtes et la superficie des terres pour les 4 plus importantes civilisations d'Eurasie. L'idée est que plus ce rapport est grand, et plus la région que vous regardez aura de nombreuses côtes par rapport à sa superficie, et donc plus elle sera imbriquée dans la mer. Et inversement. Et les résultats qu'il obtient sont fournis dans ce tableau. On y remarque que ce rapport est beaucoup plus élevé en Europe de l'Ouest que partout ailleurs en Eurasie. Il y avait en Europe de l'Ouest 702 km de côte pour 100 000 km² de terre, alors que ce rapport était compris en gros entre 100 et 200 pour la Chine, l'Inde et le monde arabo-musulman. Cela indique donc que la mer est beaucoup plus présente en Europe qu'ailleurs en Eurasie. Et effectivement, quand on jette un œil au continent européen, on s'aperçoit qu'il est littéralement imbriqué dans la mer, avec de nombreuses péninsules, comme l'actuelle Grèce,
l'actuelle Italie ou la péninsule ibérique, sans parler du Royaume-Uni qui forme une île, ou de l'Europe du Nord. De nombreuses régions pouvaient ainsi commercer entre elles par la mer. Et par exemple, au XIIIe siècle, Venise importait de la laine d'Angleterre. Les Anglais consommaient du blé polonais et buvaient du vin de Bordeaux. Et Bruges importait du fer du Pays basque espagnol. Et tous ces transports passaient par la mer. Aucun de ces échanges, qui ont énormément vivifié l'économie européenne, n'aurait pu avoir lieu si l'Europe avait été une grande masse de terre sans mer. Tout simplement car leur transport aurait coûté beaucoup trop cher. De par sa très forte imbrication dans la mer, l'Europe avait donc de fortes chances de voir son économie se développer plus rapidement qu'ailleurs, et partait donc avec un gros avantage sur ses voisins. Alors maintenant, passons au second point, la division politique stable. L'idée ici est que pour qu'il y ait du progrès technique et scientifique dans une civilisation, il faut que coexistent sur une longue période des États stables, mais en rivalité. En effet, si dans une zone donnée, vous avez une très forte instabilité politique, avec des frontières qui se modifient brutalement, des États qui apparaissent et disparaissent, rien de durable ne peut être bâti, et les conditions du progrès technique et scientifique ne sont donc pas du tout réunies. A l'inverse, si vous avez dans une zone donnée un peuple qui en vient à dominer tous les autres, alors, après l'unification de la zone, il y a également une stagnation des connaissances. Et la logique derrière est la suivante. Grosso modo, quelle que soit la civilisation que vous regardez dans le passé, elle a toujours été dominée par un pouvoir politique et un pouvoir religieux fort. Et ces deux pouvoirs, qui jouissent habituellement de privilèges très importants, se sont donc toujours montrés très conservateurs et très méfiants vis-à-vis du changement. La seule raison pour que les pouvoirs en place acceptent des évolutions, nous dit Cossandet, est qu'ils se sentent directement menacés par leurs voisins. Dans ce cas, vous avez intérêt à accepter des innovations afin de ne pas vous faire dépasser et envahir par vos voisins. Par ailleurs, lorsque plusieurs États coexistent, si l'un d'eux décide de se débarrasser de ses savants, qu'ils jugent inutiles ou dangereux, ces derniers pourront alors toujours trouver refuge dans les États voisins, ce qui n'est pas possible si vous n'avez qu'un seul État. Par exemple, à plusieurs reprises, les empereurs d'une Chine unifiée se sont pris à leurs savants. Ces derniers et leurs connaissances disparaissaient alors et on constatait une véritable régression des connaissances. En Europe, en revanche, le jour où par exemple l'évêque de Paris entra en conflit avec les universitaires parisiens, ceux-ci purent trouver refuge en Angleterre, ennemi de la France, et cela précipita le désir de réconciliation de l'évêque avec les universitaires. Ces derniers purent alors rentrer à Paris après avoir obtenu gain de cause. Le savoir put ainsi continuer à croître et à se transmettre de génération en génération. On peut aussi rappeler que Christophe Colomb, lorsqu'il a proposé son projet de voyage à travers l'Atlantique, a tout d'abord essuyé le refus du roi du Portugal. Et c'est finalement en Espagne qu'il trouvera les financements nécessaires à son voyage. Si l'Europe avait été un royaume unifié, Christophe Colomb n'aurait pas pu avoir de deuxième chance pour financer son voyage. Et si l'on regarde l'histoire des 4 grandes civilisations précédentes, on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'on avait une division politique stable dans un lieu, il y avait une tendance à l'essor des sciences et techniques, et inversement, lorsqu'un État unifié en venait à dominer l'ensemble de la zone, ou qu'il y avait une division politique trop instable. Or, on s'aperçoit que la Chine, l'Inde et le monde arabo-musulman ont connu beaucoup plus de périodes dans lesquelles ces territoires étaient unifiés ou avaient une division politique instable que de périodes avec une division politique stable. La seule zone de l'Eurasie ayant connu une division politique stable sur une longue période, c'est l'Europe. Des États comme la France, l'Angleterre, l'Espagne, le Danemark ou la Suède ont existé côte à côte pendant des siècles, sans jamais qu'un État ne parvienne à prendre le dessus sur tous les autres. Mais alors, comment l'expliquer ? La réponse est à nouveau à trouver dans la géographie de l'Europe. Pour avoir une division politique stable, il faut des obstacles naturels suffisamment importants pour permettre le développement de plusieurs États côte à côte sans que l'un puisse prendre le dessus sur tous les autres. Mais pas non plus trop importants pour qu'il y ait malgré tout des échanges et une rivalité entre ces États. Par exemple, entre les civilisations chinoises et indiennes, la chaîne de l'Himalaya était suffisamment grande pour qu'aucune des deux civilisations ne présente une menace pour l'autre et qu'on ait véritablement 2 mondes complètement à part, bien que proches géographiquement. Pareil pour le désert du Sahara, qui représentait une séparation nette entre le monde arabo-musulman et l'Afrique subsaharienne. Mais en Europe, vous avez déjà la mer, qui constitue un obstacle naturel important entre par exemple l'Italie, la France et l'Espagne, mais aussi entre la France et l'Angleterre, ou les pays scandinaves et l'Europe continentale. La plupart des États avaient ainsi de larges côtes qui constituaient autant de protections naturelles. Et cette protection que constitue la mer
est de nature à générer une division politique stable, puisqu'elle constitue un obstacle naturel suffisamment important pour qu'un État ne puisse pas envahir facilement un autre État, mais qu'elle permet malgré tout des échanges entre ces États. On voit que la mer est vraiment un milieu idéal, puisqu'à la fois elle vivifie les échanges et qu'elle rend les invasions plus compliquées, vu qu'envahir un pays par la mer est beaucoup plus difficile que de l'envahir par la terre. D'ailleurs, malgré les guerres incessantes qu'a connues l'Europe, l'Angleterre n'a pas été envahie depuis quasiment 1000 ans grâce à cette protection que constitue la mer. Et cet obstacle que représente la mer en Europe est de plus doublé d'autres obstacles placés juste au bon endroit pour accentuer cette division politique stable, comme les Pyrénées qui permettent de séparer clairement la France de l'Espagne, ou les Alpes qui séparent notamment la France de l'Italie. Il existait donc en Europe, et nulle part ailleurs, des obstacles naturels qui ont permis à plusieurs États de coexister sans que l'un ne parvienne à prendre le dessus sur les autres. Ce qui aurait favorisé, pour les raisons évoquées précédemment, le progrès technique et scientifique dans cette région du monde. Donc, pour résumer tout ce qu'on a vu dans cette vidéo et les précédentes, on peut dire que pour qu'une région connaisse un développement scientifique important sur une longue période, il fallait tout d'abord qu'elle ait à sa disposition de nombreuses espèces domesticables, et donc qu'elle soit située en Eurasie. Puis qu'elle connaisse une certaine prospérité économique, et donc qu'elle soit imbriquée dans la mer. Et enfin, qu'elle connaisse une division politique stable, et donc qu'il existe dans cette région des obstacles naturels comme des mers et des chaînes de montagnes, permettant la coexistence de plusieurs États. Et la seule zone à répondre à l'ensemble de ces critères, eh bien, c'était l'Europe de l'Ouest. Voilà très certainement pourquoi ce sont les nations d'Europe de l'Ouest qui ont fini par se retrouver les plus avancées technologiquement et ont eu les moyens de conquérir le monde. Et si, il y a 5000 ans, un malin génie s'était amusé à inverser la place de tous les hommes sur la planète, eh bien il y a fort à parier que ce soit ceux présents sur le continent européen, quelle que soit leur religion ou leur culture, qui se seraient retrouvés les plus avancés technologiquement, disposant des armes, des germes et des techniques nécessaires pour pouvoir conquérir le monde. Avant de conclure, je tiens à préciser que tout ce que je vous raconte là n'est pas une science exacte et que d'autres chercheurs ont critiqué cette approche, la trouvant justement trop déterministe et ne faisant pas assez de place aux différences culturelles entre les civilisations. Mais en tout cas, c'est celle qui m'a paru la plus convaincante et c'est pourquoi j'ai souhaité la partager avec vous. Voilà, merci d'avoir regardé cette série de vidéos jusqu'au bout. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne et à partager ces vidéos si elles vous ont plu. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos. Qu'est-ce qu'il fait là exactement?